qui manque à Excel, c'est que dans certains cas, tu as envie de discuter d'une case en particulier avec quelqu'un. Et en fait, tu peux pas vraiment, tu es obligé de relancer une discussion mail en pointant du doigt une case particulière, ce qui n'est pas du tout pratique. Ce qui est aussi des fois peu connu, c'est que comme Asana, c'est un outil très flexible, ça peut aussi remplacer complètement des outils à 100%. Finalement, Asana peut être très complexe, mais aussi très facile. Donc c'est aussi s'adapter finalement à la cible qui est en face. Le scénario, vous venez d'arriver dans une entreprise, vous venez d'être embauché dans une entreprise. C'est évidemment le chaos. Tout le monde utilise Excel dans tous les sens, c'est le bazar. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario possible, vous travaillez dans une entreprise qui est en train de grandir et donc vous atteignez les limites en fait des outils actuels et du coup, vous avez besoin de mettre en place Asana. Donc déjà, première question que j'ai pour nous trois, est-ce que c'est un cas qu'on rencontre souvent parmi nos clients? Est-ce que vous avez d'autres cas que j'aurais pas couvert ici avec ces deux scénarios? Moi, je dirais que c'est très fréquent le Excel, parce que finalement, c'est un outil qui est accessible par tout le monde. Mais que du coup, ça devient aussi c'est des machines, quoi, parce que c'est des tonnes et des tonnes d'Excel entre équipes. Donc, je trouve que le cas le plus fréquent qu'on rencontre dans tous les cas, c'est les Excel. Parce que c'est l'outil qui est vraiment adapté à tous les départements et en même temps qui peut être assez complexe pour certains départements. Et c'est là où ça devient le souci, c'est quand ça devient complexe. Et un Excel qui est bien construit, ça marche pas? On peut pas s'en sortir avec un bon Excel bien fait. Hier encore avec Arthur, on était en train de discuter d'un client, ils avaient un Excel de gestion des ressources. Franchement, ça marche pas mal, quoi. Ça marche, mais pas pour tout. Ça marche quand c'est une donnée qui n'est pas forcément, soit qui est mise à jour automatiquement, donc pour faire un suivi, ça peut être intéressant, la donnée chiffrée ou autre, soit sur vraiment une construction d'Excel qui n'est pas amenée à bouger, on n'est pas amené à interagir avec elle de manière fréquente, je dirais. À partir du moment où il y a une interaction, ça demande de la responsabilité et du coup, ça demande une action individuelle. Et pour moi, là, ça répond plus aux besoins. Ouais, super bien dit. Un autre cas, c'est peut-être des entreprises qui utilisent déjà Asana, des fois parfois massivement, mais qui l'utilisent pas bien. Et Asana, ça peut être un outil qui fait des choses très basiques, et des fois c'est comparé à des trucs aussi simples comme une to-do list ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça, c'est vraiment la surface de ce que peut faire l'outil. Ça fait énormément plus. Donc en fait, ça peut arriver aussi de quelqu'un qui veut simplement optimiser la façon dont les équipes utilisent Asana pour gratter peut-être ce 50% d'optimisation qui va faire gagner à tout le monde du temps, de la clarté, de la collaboration et de l'efficacité au final. Alors du coup, pour la suite de la discussion, je vais prendre le scénario, je vais rajouter le scénario que tu viens de citer, mais je vais juste le reformuler en disant quelqu'un qui voudrait relancer Asana à nouveau en interne. C'est-à-dire qu'il y a eu Asana, mais en fait, il n'est pas vraiment utilisé. Du coup, il faut reconvaincre parce que j'ai vraiment pris cet angle-là dans la suite. Ok, Je super. voudrais qu'on passe en revue les objections classiques qu'une personne qui voudrait mettre en place Asana va recevoir. Et je voudrais avoir votre avis sur les réponses qu'ils peuvent apporter en interne. Le premier, c'est on a déjà Excel, on l'utilise pas suffisamment bien. On n'a pas été formé à Excel. Pourquoi est-ce qu'en fait on prendrait Asana alors qu'on a Excel et on a les mails? Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver avec ces outils-là que tout le monde utilise depuis très longtemps. Moi, je trouve que ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est que Excel est bon dans certains cas, à partir du moment où c'est de l'action individuelle, c'est des choses à mettre à jour tous les jours, c'est de la passation d'informations, c'est du travail en équipe. Là, l'outil n'est pas optimisé. Donc, même si on est formé sur Excel, même si voilà, on connaît tout d'Excel, l'outil n'est pas fait pour ça. Donc, de base, ça fonctionne pas. Excel, ça fait souvent une image en temps réel de quelque chose, d'une situation, un tableau de chiffres, mais ça fait difficilement tout le suivi. Quel est tout le processus pour arriver à ce qu'on veut faire dans Excel, la collaboration, qui est-ce qui a fait quoi, qui est-ce qui doit faire quoi? Toute cette partie-là, aujourd'hui, Excel, il le fait pas, ou alors il faut vraiment le tourner dans des trucs très, très customisés, qui à la fin, souvent, sont compris uniquement par une personne qui a inventé les règles de ce truc-là, peuvent être très facilement abîmés si on ne sait pas comment les utiliser. Et finalement, c'est pas fait pour ça Excel. En détournant Excel, on arrive à quelque chose qui peut être fonctionnel, mais qui est très compliqué et qui n'est pas pérenne. Ouais, donc c'est vraiment pas un outil de collaboration. On peut pas vraiment faire d'historisation. C'est difficile de revenir en arrière, de refaire l'histoire. Et moi, je trouve que ce qui manque à Excel, c'est que dans certains cas, tu as envie de discuter d'une case en particulier avec quelqu'un. Et en fait, tu peux pas vraiment. Tu es obligé de relancer une discussion mail en pointant du doigt une case particulière, ce qui est pas du tout pratique. Et je rajoute, excuse-moi, je rajoute toute la partie notification, rappel.
qui aujourd'hui fait partie prenante de ce qui se passe dans Asana, cette espèce de maillage de notifications qui connecte les gens entre tout ce qui se passe et ce à quoi ils doivent être connectés. Ça n'existe pas du tout dans Excel. Donc, il faut imaginer un autre système à côté de notifications. Et donc, ça, c'est de la perte du temps. N'oublie pas de faire ça. N'oublie pas de te rappeler de faire ça dans une semaine, etc. Asana, ça fait tout ça au même endroit. Tu le vends bien. On dirait presque que c'est ton métier. Depuis quelques temps. Objection numéro 2, on a déjà beaucoup d'outils, on a beaucoup trop d'outils. Pourquoi est-ce qu'on rajouterait un nouvel outil à notre environnement? Celui-là, on l'a souvent. Moi, je trouve que la première question à se poser, c'est pourquoi on a autant d'outils déjà. Et finalement, mapper tous ces outils, savoir s'il n'y en a pas qui sont redondants, savoir s'il n'y en a pas qui pourraient finalement englober certaines fonctionnalités d'autres outils. Donc, je pense que la première question à se poser, c'est lesquels nous sont utiles et comment les optimiser. Et si aujourd'hui, finalement, tout ce qui est gestion quotidienne, gestion de projet, autre n'est pas optimisé, que ce soit sur un Excel, Asana sera utile. Donc, c'est d'abord pour moi de faire un peu le tri. Et ensuite, en plus, Asana propose beaucoup d'autres choses finalement, grâce à toutes les fonctionnalités qu'il y a. Donc, c'est plutôt se poser la question de faire le tri et ensuite de se focus sur un outil qui va vraiment accompagner la gestion de projet, la gestion personnelle et tout. Je suis d'accord avec ça. Pour moi aussi, Asana, c'est vraiment pas un autre outil supplémentaire. C'est vraiment changer de paradigme et choisir un outil qui va servir de centralisateur de tous les processus, de toutes les données, de tous les projets, de toute la collaboration, de toute la communication. Après, il y a des outils qui peuvent graviter et continuer à graviter autour. On peut toujours envoyer des emails, même si on collabore dans Asana pour tout ce qui concerne les projets. Forcément, peut-être des fois, vous envoyez des emails. Mais Asana, ça va être centralisateur de tout ça et il est placé au cœur vraiment de la façon dont une entreprise travaille. Donc, c'est pas un outil supplémentaire. Et en plus de ça, ça va remplacer un certain nombre de choses, comme disait un peu Taïsa. Mais par exemple, les emails vont drastiquement réduire. On va quasiment plus les utiliser, en tout cas en interne. Pour Excel, il y a une grande partie des Excel qui vont partir dans Asana. Donc certes, ça peut être un logo en plus dans la liste des outils, mais en tout cas, ça va absorber une partie des fonctionnalités et les remplacer avec une meilleure alternative finalement. Et je finis en disant que ce qui est aussi des fois peu connu, c'est que comme Asana, c'est un outil très flexible, ça peut aussi remplacer complètement des outils à 100%. Par exemple, si vous avez un outil de gestion de vos campagnes marketing, Asana fait très bien ça. Si vous avez un outil pour gérer vos offres d'emploi et les candidatures, etc., on peut faire du ticketing, on peut faire tout ce type de projet. C'est très, très flexible. Donc, des fois, 100% d'un outil s'avère être remplacé par Asana. Alors c'est un très bon exemple. En fait, les gens souvent ont du mal à sauter le pas parce qu'ils ont des outils hyper puissants, des outils métiers. Donc typiquement, gestion des candidatures, c'est des ATS, ça s'appelle. Ticketing, ils peuvent avoir un outil dédié, mais en fait, ils les utilisent pas du tout au maximum de leur capacité. Et donc finalement, même si Asana est moins spécialisé, moins puissant, il peut quand même remplacer en grande partie le périmètre fonctionnel de ces outils-là. On y perdra un petit peu en fonctionnalité, mais on y gagnera en adoption parce que tout le monde aura été formé par ailleurs à Asana. Troisième objection, on n'arrivera jamais à le mettre en place puisqu'on a tous des manières différentes de travailler. Donc en fait, typiquement, on avait des mails, on avait des Excel, mais en fait, chacun dans notre coin, on gérait nos propres tâches de notre côté. Ça nous allait très bien. Moi, j'utilisais Trello. Lui, il utilisait son calendrier Outlook pour mettre ses tâches. On va pas arriver à se mettre d'accord. On a vraiment des manières trop différentes de travailler. Dès qu'on doit collaborer avec un autre service, ils ont une autre manière de travailler. Donc en fait, le mail, c'est le seul lien commun qu'on a. On n'arrivera pas à mettre en place un outil, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur une manière commune de travailler. Moi, j'ai une première réponse peut-être sur la flexibilité, la personnalisation. Aujourd'hui, on peut travailler dans Asana autour d'un outil commun, d'avoir un mode de fonctionnement commun et collaborer les uns avec les autres, tout en ayant des modes de fonctionnement, des processus très différents. Des équipes qui peuvent travailler totalement différents, certaines en mode chronologique sur des projets qui durent 2 ans, des grosses gestions de portefeuille de projets, et une autre équipe qui, elle, va faire du ticketing IT avec des projets des tâches à gérer au jour le jour. Des choses qui sont pas du tout pareilles en termes de process. Pour autant, c'est le même outil. Et ponctuellement, c'est des gens qui vont être capables de collaborer dans l'outil Asana. Donc voilà, la personnalisation des workflows est vraiment possible dans Asana. Et j'ajouterais que je pense que la standardisation est obligatoire à certains moments. Parce que certes, chacun peut gérer ses tâches de son côté, mais en gestion de projet, on a besoin d'échanger. Et on a besoin de s'assurer finalement que les étapes, elles avancent en temps et en heure.
Et je trouve que c'est finalement une faiblesse dans une entreprise quand chacun utilise son outil parce qu'il n'y a pas vraiment de collaboration. Et en fait, c'est ce qui tue finalement la gestion de projet et l'avancement d'un projet sain, c'est ce manque de collaboration. Et du coup, voilà, ce que disait Arthur répond vraiment au fait que on travaille différemment, mais sur une même base, et ça nous permet d'optimiser la communication. Je vous en mets une quatrième qui est bonus que moi j'ai eu une fois d'un client qui m'a dit, moi j'utilise mes mails, ça fonctionne très bien, je veux pas entendre parler d'Asana. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Alors, il y a un système, moi, que j'adore dans Asana. C'est pas une réponse à 100% de ce que tu viens de dire, mais c'est. Donc, la communication se fait autour des collaborateurs dans une tâche, par exemple. Et les collaborateurs, ce qui est génial, c'est comme les CC d'un email, sauf que c'est flexible. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut rentrer ou sortir d'une discussion. Et ça, je trouve ça génial. Ça n'existe pas dans les mails. Vous imaginez les CC où il y a 30 personnes, on reçoit en permanence des trucs qui ne nous concernent pas. Dans Asana, à chaque moment, on peut ajouter quelqu'un, enlever quelqu'un. Et déjà, rien que cet élément de flexibilité fait que pour moi, c'est beaucoup plus puissant de collaborer dans Asana pour ce qui concerne les projets. Je crois que ma réponse à l'époque était que certes, cette personne est peut-être très efficace sur son périmètre à elle, mais en fait, les autres autour d'elle ont besoin de lui confier des missions, ont besoin de récupérer des missions que cette personne a fait. Et donc, c'est cette collaboration globale qui, du coup, est impossible par email et mauvaise par mail, même si à titre individuel, on peut effectivement s'en sortir pas trop mal. Et je rajouterais que aujourd'hui, c'est quand même communément accepté comme pratique de gestion de projet que le mail n'est pas une to-do list. Si on travaille vraiment toute sa journée à partir de ces mails, on perd énormément en efficacité parce qu'on est dépendant de ces conversations qui ne sont pas des choses à faire finalement. Donc Asana, ça vient avec cet outil de gestion de tâches qui vient en complément de les notifications qu'on reçoit. Et c'est deux choses différentes. D'un côté, je reçois des notifs, je suis au courant, je collabore, je réponds, etc. Je traite l'urgent. De l'autre côté, j'ai vraiment ma to-do list. J'ai ma to-do list de choses à faire de l'autre côté et c'est deux choses différentes. T'as ça quelque chose à rajouter ou j'enchaîne? Non, non, je trouve que ce qu'a dit Arthur était très clair. Les mails, c'est beaucoup d'informations, mais ça remplace pas une toute. Après, moi, j'adore les mails, hein. J'adore Asana, mais j'adore recevoir des mails. J'ai l'impression que chaque mail, c'est une sorte de petit cadeau qui arrive, parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et potentiellement, tu as des bonnes nouvelles, tu as des trucs qui arrivent par mail, j'adore ça. On va faire un petit quiz. Selon vous, donc, imaginons que vous avez réussi à aller au-delà de toutes ces objections en interne. Vous êtes un champion, vous voulez vous lancer dans la mise en place d'Asana, dans le déploiement. De quoi vous avez absolument besoin? Et donc pour moi, j'en ai trouvé 5. Alors moi, j'ai triché parce que j'ai fait l'exercice ces derniers jours. J'ai trouvé 5 choses sans regarder les notes qui sont dans la tâche Asana qu'on a en commun. Est-ce que vous arrivez à me retrouver quelles sont ces 5 choses qu'il faut absolument avoir avant de se lancer? Et peut-être vous allez en trouver des nouvelles. Et petit à petit, je vais les cocher pour dire que vous les avez trouvées. Au point de vue individuel, c'est-à-dire moi, je me Euh, en Asana ou j'amène mon équipe. Plutôt au point de vue de quoi l'entreprise a besoin Ok. avant de On se en dit, lancer. Je on te en donne dit un un chacun? Non, mais je te donne un exemple très simple. Il faut un budget, par exemple. Oui. Tu peux pas te lancer en disant j'ai pas d'argent. Donc là, c'est celui qui est le plus simple, je vais le valider. Mais c'est un exemple. Pour moi, il en a au moins 4 autres. Je commence. Je dirais, il faut une bonne formation. Donc, à Kai, il faut trouver une entreprise qui est capable d'accompagner une équipe pour la former sur l'outil pour s'assurer de l'adoption. Ok, pas mal. J'avais mis, il faut devenir ambassadeur. Et donc, effectivement, il faut une formation, un partenaire, devenir ambassadeur, se faire accompagner. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Arthur? Je mettrai la partie sponsor, c'est-à-dire soutien de la direction. Avoir l'approbation de la direction qui va aider à débloquer le déploiement s'il y a des gens qui sont réfractaires, etc. La direction va dire non, là, il faut qu'on avance, il y a des règles, c'est comme ça qu'on va l'utiliser, ou en tout cas, il va soutenir le champion dans le déploiement. Yes. J'avais rajouté le fait qu'il fallait une équipe de champions. Alors ça va dépendre un peu de la taille. Chez nous, on a tendance à dire que pour 10 à 15 utilisateurs, il faut un champion. Donc si vous êtes 50, il faut, je sais quoi, 3-4 champions à peu près. C'est bien d'avoir un champion par localisation, par pays, par bureau, suivant comment vous fonctionnez. Mais voilà, il faut une équipe de champions autour de vous. Il en reste un qui est hyper important et que souvent on oublie. Est-ce que vous l'avez? Moi, j'ai en tête un truc qu'on fait depuis quelques temps avec certains clients, c'est le why. C'est-à-dire avoir un document, une tâche récapitulative de pourquoi et pourquoi maintenant ce client décide d'utiliser Asana. Et ça, c'est un point de départ super utile parce que ça va servir un petit peu comme une Bible. À chaque fois qu'on se pose des questions, mais pourquoi on fait ça? Voilà, on sait pourquoi on fait ça et on avance.
Alors, c'était pas ça, mais c'est une très bonne chose, effectivement. Il faut un bonus pour Arthur. Non, ce qu'il faut, c'est du temps. Et en fait, on a des clients qui veulent mettre en place un outil, mais qui n'ont pas le temps. On a même eu des clients parfois qui nous ont payé pour faire un déploiement et qui n'ont même pas eu le temps de prendre rendez-vous pour faire le déploiement. C'est arrivé. Donc, si vous n'avez pas du temps, euh, il faut le prendre parce qu'en fait, la mise en place de l'outil va vous en faire gagner. Mais il y a un moment, il faut investir du temps, il n'y a pas vraiment le choix. Après, je dirais que le temps est assez relatif en fonction du besoin et de l'équipe. Donc, c'est pas Oui. non plus imaginer voilà, qu'il faut prévoir 6 mois de temps avec X heures par semaine. Ça peut être, je pense que la récurrence est importante et que ça peut être aussi des accompagnements courts en fonction des besoins. Oui, après, ce que j'entendais aussi par là, c'est que quand une personne est désignée comme champion, faut que ce soit une personne qui peut avoir un rôle officiel par ailleurs, mais il faut qu'on officiellement on dise elle s'occupe aussi de la mise en place d'Asana. Faut pas qu'elle le fasse le soir et le week-end, ça marchera pas. Taïsa, du coup, tu as parlé à un moment d'un partenaire, d'une formation. Donc nous, il s'avère que tous les trois, on travaille chez Aidu, on est partenaire d'implémentation. Pourquoi et quand se faire aider par un partenaire? Je dirais le plus tôt possible, finalement. Même au moment où on commence à réfléchir, c'est le bon moment. À un moment, réfléchir à À quoi? mettre en place un outil. Nous, on peut arriver très tôt dans le processus. Oui, on peut arriver très tôt, déjà pour répondre aux questions, finalement. Au lieu que les personnes peut-être perdent du temps à chercher l'information, on est un peu une source de vérité sur Asana, donc autant gagner du temps et finalement être plus rapidement au clair sur est-ce que Asana répond aux besoins ou pas. Est-ce qu'il y a des types d'entreprises qui n'ont pas besoin de partenaires? Est-ce que vous avez, vous, déjà vu des champions qui ont vraiment fait du bon travail tout seuls en apprenant par eux-mêmes? Je pense que c'est possible de faire du bon travail si on a vraiment le temps et qu'on est passionné, qu'on a un petit peu d'appétence pour les outils de manière générale. C'est possible de déployer, de former des équipes, etc. Je pense que c'est aussi une logique de gagner du temps et des ressources sur un déploiement. En général, les entreprises qui basculent sur un nouvel outil, il y a des vrais enjeux derrière de dire l'objectif, c'est d'avoir les gens qui adoptent et qui sont formés et fonctionnels dans l'outil le plus rapidement possible, parce que c'est ça qui va créer de la valeur. Si la phase de découverte de l'outil par les 50 utilisateurs, elle prend 6 mois, c'est 6 mois dans lesquels on a de la perte d'efficacité, on est sur plusieurs outils à la fois, les gens ne savent pas trop par où prendre le bout, etc. Et on perd du temps. Et donc si ces 6 mois, ils sont réduits à 2 mois par exemple, ben, c'est 4 mois dans lesquels on va vraiment être beaucoup plus performant pour une entreprise. Effectivement, du coup, le partenaire permet d'aller plus vite et d'être efficace plus vite, même si du coup, ça coûte un peu d'argent. Et du coup, je voulais parler de coûts et de temps de mise en place. Combien de temps ça prend de mettre en place Asana selon vous? C'est une question un peu, enfin, je sais que c'est une question un peu bête, mais en fait, ça, c'est ce qu'un client va dire. Combien de temps il faut? Est-ce que dans 3 semaines, je peux avoir Asana qui est en place? Est-ce que ça prend 6 mois? Dépendant de la taille, moi je donnerais juste une fourchette. Je dirais entre 2 mois et 4 mois. Peut-être 2 mois pour une petite équipe pour aller vraiment au bout de leur processus, de leurs besoins et un truc qui est pleinement fonctionnel. Équipe formée en fin de parcours. 4 mois pour des plus gros déploiements où vraiment on prend en compte les différents besoins et ensuite on les connecte les uns aux autres. Et si les gens ont déjà Asana en place et qu'on vient juste pour les aider à le relancer, ça va un peu plus vite. Surtout s'ils avaient déjà fait du bon travail, puisqu'on va les réorienter finalement dans la bonne direction. Combien ça coûte? Et après, comment on justifie le prix? Alors, combien ça coûte? On peut détailler un peu le coût licence, donner un peu des grandes masses en termes de coût licence et l'accompagnement, combien ça coûte? Peut-être que tu peux répondre, Bastien. En termes de licence, donc là, on est actuellement en juillet 2024. Il y a 4 plans possibles. On a du gratuit, du starter, du advanced, du enterprise et du enterprise plus, donc 4 plus le gratuit. Les coûts, ce sont des coûts par licence et par mois, mais payables à l'année. Donc souvent, on paye à l'année pour économiser un petit peu. On peut quand même payer par mois si on a envie, mais c'est une facture par utilisateur et par mois. On part de 10,99 si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle pour le starter, et on peut aller jusqu'à quelques dizaines d'euros pour le enterprise. On n'a pas le droit de dire le prix public, donc on vous le donne en privé si vous nous contactez. Mais c'est à peu près ça le budget. Après, en termes d'accompagnement, ça dépend de la taille. Les plus petits packages, ça coûte à peu près 2000 euros pour déployer Asana dans une équipe d'une quinzaine de personnes. Et on peut aller évidemment sur plusieurs dizaines de milliers d'euros quand on a un déploiement sur plusieurs pays, plusieurs langues, qui dure plusieurs mois.
Pas de remarques sur le prix, c'est aussi ce que Euh, vous aviez en tête. Pas de remarque. Ajouter simplement que parfois, dans des gros déploiements, il y a aussi des besoins techniques. C'est-à-dire typiquement du développement lié à l'API d'Asana, qui est une API très ouverte et donc qui permet de faire des choses des fois qui ne sont pas natives. Et donc ça peut faire partie aussi du coût. Nous, on fait ça chez Hadoop. Peut-être Bastien, tu peux en dire deux mots? Oui, effectivement, plus l'écosystème dans l'entreprise, l'écosystème d'outils est grand, plus il y aura un besoin, a priori, de connecter Asana avec d'autres outils. Donc, soit on a de la chance, il y a déjà une intégration native qui existe, soit on passe par des outils tiers, soit on développe nos propres intégrations. Et ça a effectivement un coût qui est soit porté en interne par les équipes IT, soit porté par des prestataires externes qui peuvent être nous dans certains cas. Et du coup, question subsidiaire, comment on justifie le coût? Comment est-ce qu'on calcule le ROI? Euh, Qu'est-ce que je fais? Comme moi, je vais voir mes chefs et je leur dis j'ai besoin de 50 licences de type Advanced, ça coûte tant, plus un déploiement. Comment je justifie? Quels sont les arguments que je donne? C'est une bonne question. Je pense qu'on l'a assez souvent sur la partie pre-sales, avant-vente, pour essayer d'accompagner les clients potentiels justement vers cette justification-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est lié aussi à l'économie de temps. C'est comme ça qu'il faut le voir dans Asana, c'est-à-dire que bien utiliser Asana, ça va vraiment permettre cette collaboration qui est vraiment optimisée entre les différentes équipes, cette gestion des tâches, du travail, etc. On va envoyer moins de mails, on va vraiment moins se perdre à droite à gauche, tout est au même endroit. Et ça fait gagner du temps. Aujourd'hui, Asana le calcul, hein, parfois il y a des calculs qui sont faits, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais en fonction du nombre d'utilisateurs, on peut calculer à peu près quelle est l'économie de temps qui est d'utiliser Asana. Et ce temps-là, en fonction des entreprises, il peut avoir une énorme valeur. Et donc, en fonction des profils notamment qui vont utiliser Asana, des fois les salaires sont très élevés. Donc, le temps gagné, c'est de l'argent gagné pour une entreprise. Je pense que de manière un peu plus pratique, il faut se rendre compte que Asana permet d'éviter de chercher. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on cherche dans notre journée l'information, qu'elle soit dans un email, dans une énorme boucle d'email, qu'elle soit dans une feuille rangée dans un Excel. En fait, de la manière dont est construit Asana, c'est Asana qui remonte l'information, c'est Asana qui remonte la notification, comme quoi c'est à faire pour aujourd'hui. Et du coup, on inverse finalement ce schéma de je vais chercher l'information, je ne sais pas où je vais la chercher. Et du coup, c'est toute cette économie de temps qui est en fait gagnée sur Asana. Donc, c'est vraiment là-dessus que ça se base. Alors nous, on a des clients qui ont fait l'exercice qui, pour vendre la mise en place d'Asana, ont dit je suis très conservateur et je pense qu'Asana fera gagner 10 minutes par jour aux gens. Et évidemment, c'est beaucoup plus, mais si on prend 10 minutes, voilà le salaire des personnes. Voilà, in fine, combien je pense économiser par an. De mémoire, le coût d'Asana était un dixième du coût économisé au global. Donc ils vont a priori faire des énormes économies grâce à cet outil. J'ai deux questions pièges pour vous, pour terminer, qu'on a eu en rendez-vous pour la plupart. On a déjà testé Monday et ça n'a pas marché. C'est pas vraiment une question piège, hein, c'est une remarque. Quelqu'un qui vous dit ça, un collègue qui dit ça à quelqu'un en interne, on a testé Monday, rappelle-toi, il y a 6 mois, ça n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'Asana marcherait? Et remplacer Monday par n'importe quel outil, hein. Je pense que c'est une question d'accompagnement, encore une fois. Et je reviens un petit peu sur ce que disait Arthur, où finalement l'adoption d'un outil peut être très longue et très chronophage, et très compliqué en interne. Et des fois, quand on a beaucoup de choses à mettre en place et qu'on se lance individuellement sur l'outil, en fait, on a du mal à le faire marcher parce qu'on est le seul à le driver. Il n'y a pas cette question de champion ni autre. Et du coup, on est la seule personne peut-être à mettre en place l'outil. Et du coup, on rencontre beaucoup, beaucoup de frictions en interne. À l'inverse, je dirais, c'est peut-être pas forcément Asana, mais c'est justement l'accompagnement qui, avec tout le travers de champions, de formation, des ateliers qu'on propose, qui va en fait la faciliter cette intégration. Et donc, ça pourra fonctionner sur Asana parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une prise de recul qu'ils n'avaient pas quand ils ont testé Monday. Ou le bon partenaire. Ou les bons partenaires aussi. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, des outils comme Monday, je pense qu'ils sont très bien. Il y a quand même assez peu d'entreprises pour qui, que ce soit Asana ou Monday, ne marche pas. C'est juste qu'ils ne l'abordent pas du bon angle, ou ils n'ont pas le bon partenaire pour les aider, ou ils n'ont pas tout ce qu'on a listé avant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de champion, ils n'ont pas l'accord de la direction, qui fait qu'en fait, l'adoption ne fonctionne pas. En termes d'adoption, je pense qu'Asana, alors je dirais pas forcément par rapport à Monday, je connais pas bien Monday, mais il y a vraiment ce côté intuitif, outil relativement facile d'utilisation où la pente d'apprentissage est relativement douce.
Donc évidemment que moi je conseillerais toujours d'être accompagné par un partenaire, mais peut-être par rapport à d'autres outils, Asana, il y a ces licornes qui traversent l'écran, qui vous disent bravo quand vous avez complété des tâches importantes, etc. Il y a une certaine douceur un petit peu dans l'utilisation. Souvent des équipes qui viennent d'outils plutôt IT, comme Jira par exemple, trouvent dans Asana ce qu'elles n'avaient pas du tout trouvé dans ces outils-là, et elles sont bien plus heureuses dans Asana. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que la majorité du public aura beaucoup plus de plaisir à utiliser Asana. La difficulté, c'est que très souvent, nos interlocuteurs sont des gens plutôt techniques qui, du coup, vont faire une comparaison stricte entre les outils et vont souvent nous dire, bah, Jira est meilleur, Monday a plus de fonctionnalités, Notion est plus complet, ce qui est probablement vrai dans la plupart des cas, mais par contre, en termes d'adoption, Asana sera plus facile à mettre en place. Il est certes plus simple, mais il est beaucoup plus générique et beaucoup plus capable de se répandre dans les différents services, contrairement à ces autres outils. Deuxième et dernière question piège ou remarque piège, nous avons dans l'équipe des seniors qui ne s'en sortent pas avec les nouveaux outils. Et donc, bah, on peut pas mettre en place Asana puisqu'en fait, on va les perdre. Alors, c'est peut-être quelque chose pour revenir à ta question d'avant. Qu'est-ce qu'il faut pour lancer Asana pour un champion? Il aurait fallu Que des rajouter. jeunes. Il faut que des jeunes. Non, j'allais pas dire ça. J'allais rajouter une stratégie de change, de change management, c'est-à-dire de résistance au changement. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, hein, mais pas forcément uniquement les personnes plutôt seniors, mais même les jeunes. Changer d'outil, c'est toujours douloureux. On sort dans sa zone de confort et on a l'impression qu'on va perdre du temps, etc. Donc c'est forcément vrai au début, mais s'il y a un bon accompagnement qui est en place et justement qui prend toutes les personnes un petit peu par la main pour lancer de manière efficace, plus un outil qui est facile d'utilisation comme Asana, les deux combinés, donc déploiement avec un partenaire et un outil comme Asana, je pense que ça aide à lever les freins au changement. Et j'ajouterais aussi que moi, j'ai accompagné aussi ce genre de profil et que finalement, Asana peut être très complexe, mais aussi très facile. Donc, c'est aussi s'adapter finalement à la cible qui est en face. Et si on a une cible qui est pas forcément à l'aise, en fait, on peut faire énormément de choses déjà sur Asana avec très peu de fonctionnalités. Donc, ça va être peut-être d'éviter de complexifier énormément la mise en place et de rester sur des choses simples jusqu'à ce que les personnes soient à l'aise. Et puis, une fois qu'elles sont à l'aise, va commencer peut-être à mettre en place d'autres fonctionnalités pour les permettre aussi de progresser et de pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités qu'il y a sur Asana. Eh ben parfait. Un dernier conseil pour cette personne qui voudrait convaincre en interne de déployer Asana. Nous contacter peut-être? Oui, pas mal. Essayer d'imaginer en effet à quoi pourrait ressembler le déploiement d'Asana dans son entreprise, construire un petit peu l'ingénierie du déploiement. Nous, on a des packages d'accompagnement en fonction des différentes tailles d'équipes qui sont basées sur notre expérience. On a tout un déroulé, on fait un cadrage, ensuite on fait des ateliers avec les équipes. Donc déjà, comprendre un petit peu cette ingénierie, ça pourrait l'aider à voir si ça va convenir pour son entreprise. Et moi, j'ajouterais, quitte à convaincre, autant montrer les choses. Et du coup, quitte à venir déjà peut-être passer un peu de temps sur Asana pour avoir les arguments de convaincre et être convaincu aussi finalement que ce qu'on veut mettre en place peut être mis en place. Et je trouve que c'est toujours plus percutant de montrer finalement, aujourd'hui, regarde, l'outil, il répond à ce genre de besoin. On peut être accompagné, donc ça c'est un grand plus. Mais aujourd'hui, je peux déjà te montrer la preuve qu'on va pouvoir améliorer certains points. Je pense que ça fait une vraie différence quand on échange sur un nouvel outil. Tout à fait. Et moi, j'ai rajouté de rejoindre la communauté des ambassadeurs qui sont ce que nous, on appelle des champions, mais c'est en fait des salariés d'entreprise qui mettent en place Asana. Il y a notamment un Slack entier avec des ambassadeurs et ça peut vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des milliers d'autres dans le monde qui sont en train de déployer Asana dans leur entreprise. J'espère que cette discussion entre experts vous aura été utile. N'hésitez pas à faire appel à nos services. Nous sommes donc aido-clarity.com. Et pour faire suite à cette discussion, je vous invite à regarder la vidéo suivante réalisée par mon collègue Julien sur la meilleure manière de collaborer dans Asana. À bientôt.